l'ancien président de la régionale, mais qui est toujours au comité de la régionale. Enchanté. Je vais vous transmettre le bébé. Jonathan, tout va bien? Mais je vais très bien. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ici? Écoute, je pense qu'on est au hockey parce qu'en plus il y a un passionné, Olivier Barrault. Salut Olivier. Ça va, mon Adieu. Ciao. Ça va? Ça roule? Ça va bien, ça va bien. Salut. Je sais pas, tu connais Fernando? Tu as dit quelque chose? On s'est déjà croisé quelque part. Philippe, Ça va? Radio People, qui nous fera la petite vidéo. Olivier Barrault, municipal à Moudon. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir, Jonathan? Indépendance vaudoise. Indépendance vaudoise est pour montrer effectivement que le patriotisme n'est pas le monopole uniquement de la droite. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la section du PS de Moudon, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Soyez les bienvenus lors de la commémoration de l'indépendance vaudoise, donc que la section de Moudon ainsi que notre section de la régionale vous a organisé. Je vous demande donc de vous installer. Il y a les chaises là dans la scène. Je vous demande de vous y installer confortablement. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la section du PS de Moudon, qui a déjà ouvert les feux, Fernando Pereira, bien sûr, son comité, Monsieur et Madame les municipales de la ville de Moudon, qui nous accueillent ce soir pour cette commémoration de l'indépendance, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Tout à l'heure, nous aurons aussi la présence de nos deux députés au Grand Conseil, Roxane Meyer-Keller et Daniel Troyer, qui arrivent d'ici 5 minutes, mais on va démarrer. Et puis surtout, je tiens aussi à remercier ce soir, effectivement, tous mes collègues du comité de la régionale du PS de la Vuilly. Voilà. Ce soir, 2 intervenants invités. Tout d'abord, le président du Parti socialiste suisse, Christian Lebras. J'allais dire qu'on ne présente plus, mais quand même, conseiller aux États, président du Parti socialiste suisse. Et avec Christian Lebras, eh bien, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Benoît Aymon, producteur et journaliste à la RTS de l'émission que vous devez aussi connaître. C'est plus tellement un secret. Passe-moi les jumelles. Eh bien, Passe-moi les jumelles vient avec son fondateur, son créateur ici à Moudon. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence ce soir et je vous demande de les applaudir tous les deux dans un déjà. Je tiens aussi à présenter des invités, 3 au nombre de 3. Tout d'abord, Hervé Naillon. Hervé, si tu peux te lever, conseiller en écologie industrielle. Il vient d'arriver en Suisse, il est maintenant presque neuchâtelois, mais effectivement c'est une relation professionnelle, on s'est connus dans le cadre du G21 en 2011, et il s'est présenté aux législatives en 2012, aux législatives françaises, sur la liste CAP 21 de Corinne Lepage, et il nous fait l'honneur d'être là ce soir aussi à Moudon avec nous tous. Merci. L'homme à la caméra ici, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Young, radiopeople.ch, Radio People TV, qui ce soir va enregistrer ces moments et nous mettre à disposition une vidéo. Quand je lui ai téléphoné, il m'a dit écoute, une assiette de papier et je te fais la vidéo. Voilà. Merci Philippe. Et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que lors du 2e tour, lors de la campagne du 2e tour, on a eu le bonheur d'aller avec Césla dans son studio sur l'antenne libre de Radio People et ça a été un réel plaisir. Et puis pour terminer, eh bien le créateur du clip vidéo de la campagne électorale 2017, Raphaël Nagler, je ne sais pas où il est, Raphaël, voilà, on peut l'applaudir, c'est l'idéateur du clip vidéo de la campagne 2017. Voilà. Venons-en au fait. Nobilag, 4 mars
le sujet dont tout le monde parle, hein, il y a d'autres votations dans le canton de Vaud, il y a le remboursement des soins dentaires, il y a effectivement au niveau fédéral aussi le régime financier de la Confédération, mais c'est vrai ce qui attire et qui pousse un peu les passions, c'est effectivement cette fameuse initiative No Bilingues. Pour l'aspect, on va dire, d'introduction un peu plus politique des tenants et les aboutissants de cette initiative, c'est Christian qui nous fera l'honneur de mettre le feu aux poudres, et puis effectivement ensuite, nous tenions particulièrement à avoir ici avec nous ce soir Benoît Aymon pour nous parler aussi du terrain, ce que coûte une émission, ce que c'est qu'une émission, qu'est-ce que ça implique au niveau économique, enjeux humains. Je pense que c'est important que ce soir on puisse aussi l'entendre, témoignage de son vécu de tous les jours. Voilà. Christian, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, ça me fait très plaisir d'être là, pas seulement parce que j'habite pratiquement à côté et qu'on est presque sur Fribourg, pas seulement parce que j'adore le papé vaudois, pas seulement parce que j'adore le papé vaudois, mais c'est aussi pour vous entendre chanter L'amour des lois. Ça, je dois avouer que c'est une grande première. Merci donc à tous et toutes d'être venus ici ce soir. Je vais essayer d'être relativement bref pour qu'on ait ensuite du temps pour entendre Benoît Aymon, mais aussi pour qu'on ait le temps d'avoir une discussion les uns et les autres, d'autant plus que vous connaissez l'enjeu de cette votation. Vous avez déjà certainement entendu les arguments qui vont un peu dans tous les sens. Mais en venant ici, j'écoutais des nouvelles de Davos. Alors d'abord, j'étais bien content d'être ici et pas à Davos. Je suis allé 2 fois, ça m'a suffi pour le restant de ma vie. Mais j'entendais que Trump arrivait demain ou après-demain à Davos. Et ça m'a rappelé les élections américaines. Le soir des élections américaines, j'étais dans le nord du Nevada pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Je surveillais les élections comme observateur international. On en a aussi qui viennent dans les élections en Suisse. Et puis, au moment des résultats, il y avait 2 TV. J'étais dans un bistrot, le Nevada est sur la côte ouest. Les résultats étaient en train de tomber sur la côte est. Et pour essayer de suivre le résultat, j'étais dans un bistrot. Et dans ce bistrot, il y avait 200 personnes, à peu près 2 groupes de 100 personnes. Un groupe massé devant Fox News, un autre groupe massé devant CBS. C'est les 2 pôles du champ audiovisuel américain. Fox News, c'est la chaîne des conservateurs républicains, et puis CBS, c'est la chaîne des démocrates, plutôt de la côte est. Et les 2 chaînes annonçaient des résultats différents. Et ça m'a fait penser en fait à la mission qu'on donne à la SSR. Et quand on dit, ben, finalement, pourquoi est-ce qu'on se bat aujourd'hui pour avoir une SSR, et pourquoi est-ce que politiquement on essaye de faire en sorte que cette SSR puisse remplir son rôle d'impartialité, son rôle d'information, son rôle de service public, c'est justement pour ça, parce qu'on tient à avoir un média indépendant, à avoir un média impartial, à avoir un média auquel on puisse faire confiance et qui ne soit pas contrôlé par l'un ou l'autre des camps politiques. Et quelque part, il faut peut-être mettre en parallèle la crédibilité très importante dont jouissent les informations à la SSR et l'empire des fake news auquel on est confronté aux États-Unis, avec ces 2 chaînes de télévision qui symbolisent en fait la rupture du contrat social aux États-Unis. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une initiative populaire, on vote le 4 mars. Cette initiative, elle propose, pour faire simple, de supprimer la redevance radio-TV, d'interdire à la Confédération de subventionner des chaînes radio et TV à l'avenir, et de mettre sur pied un système par lequel la Confédération met aux enchères les concessions télévision, de telle manière que des privés puissent se substituer à la SSR et développer des programmes commerciaux. Donc plus de redevances, un système de concession et l'interdiction pour la Confédération de subventionner des chaînes de radio-télé. Cette initiative, elle vient des jeunes UDC, des jeunes radicaux, de milieux proches des jeunes UDC, des jeunes radicaux,
il est ressorti qu'il s'agissait en fait largement pour eux de faire parler d'eux et de faire un gag, mais c'est un gag qui pourrait nous coûter relativement cher. Quelles sont les conséquences de l'initiative? Alors la redevance tombe. La redevance, c'est à peu près les les 3/4 pardon, de la SSR. Et c'est également entre 30 et 70% des chaînes radio et TV régionales et locales. Donc pour nous, la télé, Radio Fribourg ou les radios vaudoises, qui vivent très largement de cette redevance, suivant les situations, entre 30 et 70%. Le Conseil fédéral serait contraint de supprimer cette redevance au 1er janvier 2019, c'est-à-dire que la SSR serait immédiatement confrontée à de très gros problèmes financiers, puisqu'à 9 mois, elle perdrait les 3/4 de son revenu. Le revenu général de la redevance, c'est 1,2 milliard de francs qui disparaîtrait et qui contraindrait la SSR de fait à mettre la clé sous le paillasson et à restructurer massivement son offre. Certains parlent de la disparition de la SSR, d'autres parlent d'une restructuration massive. Ce qu'il faut retenir dans la manière dont les Suisses utilisent la SSR, d'abord, c'est qu'en Suisse romande, on a un soutien très fort, aussi bien pour la télévision que pour la radio. C'est les 3/4 des Suisses qui écoutent la radio en voiture. C'est 94% des romans qui utilisent une fois dans la journée, 94%, les programmes de la RTS, de la radio, de la télévision ou Internet. C'est donc une utilisation massive et si les gens donnent un choix par leur habitude de consommation, alors il faut dire très clairement que l'habitude et la fidélité au programme de la SSR, elle est extrêmement importante en Suisse romande et c'est pour ça qu'on se bat fortement contre cette initiative populaire pour permettre à la SSR et aux radios régionales de poursuivre dans les programmes très diversifiés qu'elles ont aujourd'hui. On a une télévision qui propose le spectre entier, et c'est sa mission, elle est définie par le Conseil fédéral après avoir consulté le Parlement. Sa mission, c'est de proposer des émissions de divertissement, des émissions sportives, des émissions d'actualité, des émissions culturelles. C'est donc une définition très large du service public. On ne veut pas en Suisse, et c'est une décision du Parlement qui, très largement, pour le Conseil des États, même à l'unanimité, rejette cette initiative. On ne veut pas d'un, comment ça s'appelle en France, Sénat TV ou Public Sénat, voilà, on ne veut pas d'une de ces chaînes politiques qui fait que de la politique, que de l'information au sens le plus étroit du terme, mais que personne ne regarde. On pense que la mission de service public de la SSR, elle est remplie beaucoup mieux si on a une approche large qui englobe tous les champs, je dirais, de notre identité régionale, du sport à la culture, en passant par l'actualité. La SSR, elle joue un rôle essentiel en dehors des villes. On peut considérer, moi c'est probablement vrai d'ailleurs pour la région zurichoise, qu'une télévision ou une radio purement commerciale dans les grands centres urbains pourrait se poursuivre. C'est du reste la raison des attaques répétées contre la SSR auxquelles on assiste, c'est qu'il y a toute une série de privés qui essayent d'élargir le champ pour lancer une télévision alémanique centrée sur Zurich. Derrière ces médias privés, on a des entreprises comme Goldbar Media, c'est l'entreprise qui vend les publicités dans les fenêtres publicitaires. Vous avez vu M6, TF1, pour prendre la Suisse romande, qui a des fenêtres publicitaires suisses dans ses programmes. Ces entreprises publient absolument rien pour la Suisse, elles ne nous parlent jamais de nos réalités, elles ne publient jamais rien sur la vie culturelle en Suisse, sur la vie sportive en Suisse, mais elles absorbent une part du marché publicitaire et Goldbar Media commercialise ces fenêtres publicitaires et essaye d'affaiblir la SSR pour améliorer en fait son modèle d'affaires. Et Goldbar Media aujourd'hui, c'est Supino, c'est le Tagesanzeiger, le groupe TA Medien, qui vient de passer une alliance avec eux. Ça veut dire que les adversaires de la SSR aujourd'hui sont assez puissants.
puisqu'on a dans le groupe TA Média 24 heures la Tribune de Genève, le matin, le Tagesanzeiger, le Bund, qui vient de s'allier avec Goldbach Media. Donc on est dans une campagne où il s'agit véritablement d'une part de la possibilité de la SSR de poursuivre ses programmes. Il faut être clair, si le oui l'emporte le 4 mars, la SSR devra très rapidement cesser d'émettre parce que très rapidement ses créanciers ont exigé d'être payés en avance et il ne sera plus possible pour la SSR de se maintenir au-delà de quelques semaines vraisemblablement. Ça implique la disparition de nos radios et TV régionales, mais ça implique alors un renforcement massif du groupe TA Medien et un renforcement massif de la présence des chaînes commerciales étrangères en Suisse. Donc dans les régions périphériques, il n'y a pas de marché commercial pour permettre même à une radio de vivre sans participation à la redevance. Aujourd'hui, c'est 5% de la redevance qui est versée aux radios régionales et aux télévisions régionales. Ça a l'air peu comme ça qu'on en parle, mais c'est très important. Ça représente presque entre 40 et 70% du budget de ces médias. Donc ils vivent grâce à cette part à la redevance. On va se poser la question d'ailleurs d'augmenter un peu cette part pour les médias régionaux à l'avenir. Mais une prestation qui est indispensable à l'extérieur des grandes villes, une prestation qui est décisive pour l'économie régionale, mais aussi pour nous comme consommateurs de médias, comme citoyens de ces régions-là. Indispensable pour qu'on puisse parler des sujets qui nous intéressent, pour que notre région soit présente. Et là, la SSR pouvait encore faire des efforts pour être uniquement le reflet de la réalité de l'art lémanique, mais être aussi un peu plus présente dans l'arrière-pays. Mais ce qui est certain, alors, c'est que des projets purement commerciaux, eux, se concentreront sur les grandes villes. Et il n'est même pas certain que l'arc lémanique qu'on puisse constituer un réservoir commercial suffisant. La seule chose qui est plus ou moins certaine, c'est que la région zurichoise pourrait le faire. Mais en Suisse romande, on doit vraisemblablement s'attendre à une saignée massive et à la disparition de toutes les télévisions régionales. La SSR, c'est un soutien qui est indispensable à la culture. C'est une centaine de films suisses par année qui sont soutenus. C'est 56 millions de droits d'auteur qui sont versés à des artistes suisses. C'est 500 concerts par année, des interviews, des diffusions. Enfin, le reflet de notre vie culturelle très riche. La SSR, c'est les sports. On a récemment eu le Laborum. Sans la SSR, on n'a pas cette vitrine sportive. Et puis, je ne sais pas si vous regardez beaucoup le sport. Moi, je regarde passablement d'émissions sportives à la TV. On a une des programmations les plus riches d'Europe. Dans d'autres pays européens, vous devez vous abonner à 3 ou 4 chaînes différentes, extrêmement onéreuses les unes aux autres. En Allemagne, uniquement le foot, c'est 500 francs. 500 francs par année, simplement pour suivre le foot. Là où la SSR est absente, on voit bien qu'on a déjà des offres privées en Suisse. Moi, je suis Gotteron, je suppose qu'ici, un certain nombre suivent le LHC, ouais. Bon, de toute façon, pour cette saison, vous êtes foutus. Pour cette saison, tu peux commencer à pleurer. Mais je suis Gotteron, c'est 9 francs par match. Parce que la SSR n'a pas obtenu les droits, vous payez 9 francs par match si vous voulez suivre ces matchs. Si quelqu'un veut se faire un bouquet sportif raisonnable, il faut s'attendre en cas de disparition de la SSR que pour suivre les grandes épreuves sportives, ce soit 1000 à 1500 francs que vous devez payer. Et ça nous poserait en plus des questions sur la survie d'un certain nombre d'épreuves sportives. Typiquement, le Tour de Romandie, il vit grâce à la SSR et grâce au fait que la SSR met à disposition des TV du monde entier des images que la SSR permet d'attirer des sponsors. Donc en matière de sport, la TV joue un rôle qui est décisif. Voilà, d'autres éléments qui pour moi sont importants mais qui ne sont peut-être pas directement perceptibles, c'est le rôle de la SSR à l'international. La SSR permet de diffuser le téléjournal suisse
sur TV5 Monde. TV5 Monde, c'est 354 millions de ménages qu'ils reçoivent. Je m'occupe pas mal de l'histoire de SIDA et de droits de l'homme, je suis souvent en Afrique. Je peux vous dire que dans toute une série de pays d'Afrique, TV5 Monde, c'est vraiment la fenêtre sur l'extérieur. C'est une fenêtre très importante qui permet un échange dans l'espace francophone et qui permet à la Suisse d'exister sur la carte africaine. C'est aussi Suisse Info, les infos que nous préparons pour les Suisses de l'étranger, 700 000 personnes, 700 000 Suisses qui vivent à l'étranger et qui, par le biais de Suisse Info, peuvent s'informer avec des infos qui sont préparées spécifiquement pour eux. Un mot sur le coût et j'arrête ici. Je vous ai dit, la redevance va baisser, enfin je ne l'ai pas encore dit, la redevance va baisser, elle va passer à 365 francs, 1 franc par jour. 1 franc par jour pour avoir une actualité régionale, 1 franc par jour pour avoir des nouvelles culturelles, pour avoir des nouvelles sportives, pour faire que nos régions existent. Ça me paraît être quelque chose qui est raisonnable, même si peut-être la SSR peut encore faire des efforts, peut encore rationaliser. Il faut savoir qu'elle a économisé 50 millions sur les dernières années, qu'elle va devoir économiser 100 millions supplémentaires sur les années à venir. Donc au final, la SSR aura économisé presque 10% de son budget sur ces dernières années. Il est certain qu'elle va devoir continuer à chercher des solutions, ne serait-ce que pour développer les nouveaux produits qu'on attend d'elle sur le net, que pour pouvoir participer pleinement à l'innovation qu'elle doit porter. Mais ce qu'il faut retenir en clair, c'est que si vous voulez une offre, ne serait-ce que dans les sujets qui vous intéressent similaires à ce que propose la SSR aujourd'hui, vous devriez payer nettement plus. Et comme roman, d'envisager de voter oui à Nobilag, c'est en plus l'autogol du siècle. Moi, je dis en général, il est interdit d'être roman, mais d'être favorable à Nobilag pour une raison assez simple. C'est qu'on a une péréquation à l'intérieur de la SSR qui est très favorable aux ménages romans, à savoir qu'on paye à peu près 23% de la redevance, c'est la part des ménages romans sur le total des ménages suisses, et qu'on en perçoit 33%. On a ce qu'on appelle un système de péréquation, c'est un système qui fait que, en gros, les alémaniques soutiennent financièrement les régions linguistiques minoritaires, et ce qui nous permet d'avoir en Suisse romande, pour grosso modo 1 million d'habitants, une offre en matière de radio et de télévision qui est complètement inégalée. Alors que la France a des moyens, l'audiovisuel public français a des moyens qui sont 10 fois supérieurs à ceux de la SSR, alors que l'audiovisuel allemand a des moyens qui sont 4 fois supérieurs. Nous produisons en 4 langues, pour des bassins de population relativement petits, des informations de qualité. C'est en tout cas l'avis des romans qui le regardent et qui l'écoutent massivement, des informations impartiales pour 365. Donc moi je ne peux que vous inviter à rejeter cette initiative. En temps normal, c'est 70% de non. Sur une initiative de ce type-là, elle est tellement contraire à l'intérêt général et quoi qu'on puisse en penser. Maintenant, sous-estimez pas le fait qu'il y a des groupes de presse très importants qui ont très intérêt, peut-être pas à ce que l'initiative passe, mais à ce qu'elle fasse un très bon score. Et quand je vois ce qui est en train de se passer à l'ATS, quand je vois l'émigration des centres de décision dans les journaux romans, dans la région zurichoise, quand je vois le poids de TA Média, quand je vois le poids de Ringier, la seule chose qu'on doit retenir politiquement, c'est qu'on a un intérêt extraordinaire à une diversité maximale des médias, et qu'on a un intérêt extraordinaire à ce qu'il y ait au moins un média ou un groupe de médias qui soit lié par une obligation d'impartialité, par le souci d'équilibre, par le souci de donner la parole aux différents acteurs. On est ici dans la famille socialiste ou la famille de gauche un peu élargie, et ce qu'on doit retenir, c'est que pour nous, comme minoritaires dans la plupart des cantons, pour nous qui sommes en général confrontés aux grands groupes financiers, qui sommes en général confrontés aux grandes entreprises, qui sommes en général confrontés à celles et ceux qui ont des moyens pour véhiculer leurs positions et leurs idées, c'est une question de survie politique que le maintien d'un média de service public qui soit crédible.
L'alternative, si on n'arrive pas à le faire, c'est Berlusconi en Italie, c'est Blorer en Suisse. Vous savez, Blorer, Tetamanti, enfin tout son groupe médiatique de droite, il vient de racheter les journaux de monopole de 13 cantons. Quand je dis journaux de monopole, c'est l'équivalent de 24 heures chez vous. C'est pas qu'il y a des journaux, ils ont un monopole formel, mais c'est les journaux qui sont déterminants. La liberté, pour moi, 24 heures dans le canton de Vaud. Les journaux déterminants, on a 13 cantons dans lesquels Blorer vient de prendre le contrôle sur ces journaux-là, en plus du Tagesanzeiger et de la Basler Zeitung et de la Weltwoche. Donc il y a une évolution du paysage médiatique. D'un côté, une concentration sur les grands groupes québécois qui sont intéressés qu'à l'argent. 24 heures Tribune Genève, ils sont rentables. Hein. Ils sont à 12% de rendement. Simplement, Soupinot, le patron de TA Medium, veut 20%. Et c'est pour ça qu'ils font des économies, et c'est pour ça qu'ils sont nassés. Pas parce qu'ils ne sont pas rentables, parce que les objectifs de rendement qui sont fixés ne sont pas atteints. Et face à ça, c'est très important d'avoir une SSR qui soit solide et qui fonctionne bien. Voilà. Merci Christian, merci pour cet éclairage complet, les tenants et les aboutissants de cette fameuse initiative et aussi une présentation relativement claire de ce qui nous attend si l'initiative est acceptée. J'ai entendu aussi, et nous avons entendu aussi les efforts encore à faire hein, de la part de la SSR. Néanmoins, merci pour l'eau. Néanmoins, j'aimerais juste relever encore un point, et peut-être qu'on n'en parle pas assez dans le texte, par rapport à l'initiative, mais aussi par rapport à la bataille du non, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que la SSR, parmi la RTS, mais entre autres les chaînes régionales, sont aussi des puits de formation pour les jeunes journalistes sur le terrain. J'en sais quelque chose, à l'époque, la télévision régionale lausannoise qui est devenue la télé, et bien si on n'avait pas eu cette opportunité, on n'aurait jamais pu passer à l'antenne. Donc il y a aussi cet aspect de formation, et c'est vrai que si le oui passe, ben, la formation, on ne sait pas à qui on va la donner. Je ne pense pas que ça sera les unis et les HESSO qui vont fournir les futurs journalistes. Voilà. Journaliste, Benoît, c'est à toi. C'est l'aspect témoignage, c'est le moment témoignage de ce que vit un producteur d'une émission à succès tel que Passe-moi les jumelles, que vous regardez sûrement. D'ailleurs, je vais faire un test. Qui regarde Passez-moi les jumelles le vendredi soir? Ils ont été payés. Hein. Non, voilà, Benoît. Bonsoir. J'ai beaucoup de plaisir à être là. Vous savez que c'est un petit peu ennuyeux pour nous quand on travaille avec les SSR de manière générale, on n'a pas le droit de s'exprimer à travers nos canaux. C'est l'Ofcom qui nous l'interdit, donc on parle de nous, mais on n'a pas le droit de se défendre vraiment. Personnellement, ça ne me pose pas trop de problèmes parce qu'on peut une fois de plus faire preuve de notre impartialité dans le débat. Donc ici, je suis là avec l'accord de ma direction, mais je suis surtout là à titre privé dans le sens que bah, c'est bien simple, dans une année et demie, je suis à la retraite. Donc je ne suis pas en train ce soir de défendre mon salaire, je suis en train de défendre des idées. Mais puisqu'on parle de petits sous, on parlait de milliardaires avec l'horaire. Moi j'ai réalisé une chose avec l'horaire. Si vous imaginez une liasse de billets comme ça, disons de 1000 francs, 100 francs qui font 1 million, je dis waouh, je suis millionnaire. Il faut jamais oublier que le milliardaire, il n'est pas à 1 mètre, il est à 1000 mètres. Il doit regarder 1000 mètres plus haut. Et l'horaire, j'ai appris ça récemment, sa fortune estimée est à 12 milliards et quelques. Donc l'horaire est à 12 km de la Terre. Il ne nous voit même plus ici à Moudon. Tout ça pour dire que la puissance de l'argent, on va parler un petit peu d'argent si vous voulez bien. Alors maintenant je retombe sur mes pattes. Ce matin j'ai pris mon bus, mi-tarif, 2 balles, à Genève donc. Je me suis payé un café, 3,60 francs, parce que bon marché à Genève. Et puis comme il n'y avait qu'un journal gratuit, je me suis quand même acheté un journal, 4 francs. J'ai dépensé en gros 10 balles. J'ai dépensé ce matin 10 fois la redevance. 10 fois. Juste pour mettre les choses un peu dans leur contexte. J'étais récemment à Monté, Canal 9, et Radio Chablais faisait un débat public avec Mathias Renan, qui était excellent. Et il y avait en face d'eux 2 jeunes UDC qui défendaient le oui. Et j'étais très touché de voir qu'en fait, ils n'avaient que deux choses à dire. C'était un, laisser faire le marché, le privé,
et puis d'autres, on trouvera des solutions. Alors ça, je trouve formidable de présenter une initiative en disant, en fait, on n'a pas de solution, mais on les trouvera bien. C'est formidable comme projet politique. Puis ensuite, laisser faire le privé. Autrement dit, laisser faire la concurrence. Comme si nous, on ne savait pas ce que c'était que la concurrence. Ça fait bientôt 25 ans que j'ai la chance, avec Pierre-Pascal Rossi, de créer cette émission. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de concurrence. Parce que la concurrence pour nous, sur la scène, je vais te déplacer un tout petit peu, la concurrence pour nous, ce ne sont pas les télévisions régionales, qui entre nous soit dit font un excellent travail. La concurrence pour nous, ce sont les mastodontes. C'est essentiellement TF1 et M6 pour être clair. Si vous voulez, on parlait de rapport de 1 à 10. Moi, je connaissais à l'époque, je connaissais bien Nicolas Hulot. J'avais discuté avec lui. Combien tu payes ton émission? Quand tu as une émission, tu as combien? En fait, il avait un 0 de plus que moi. En résumé, quand Nicolas Hulot faisait une émission, moi j'en faisais une année d'émission. Vous voyez ce que je veux dire? On boxe dans la même catégorie, mais c'est un petit peu David contre Goliath. Mais le résultat, il est là. C'est quand on est pauvre, c'est toujours relatif la pauvreté, parce que les télévisions régionales les plus riches, plus pauvres que la SSR, la RTS en l'occurrence. Mais quand on est pauvre, on est obligé de réfléchir différemment. Donc si j'avais voulu imiter à l'époque Nicolas Hulot, on ne serait plus là en parler. C'est juste impossible. Donc on réfléchit différemment. Puisque j'ai 10 fois moins d'argent que lui, comment je fais pour tenir la route? Et tenir la route, ça veut dire qu'au niveau des taux d'écoute, je vous donne un chiffre, un ordre de grandeur, un Passepoil et Jumelles, en moyenne, on est dans les 36% de part de marché. À l'époque de Nicolas Hulot, il était à peu près à 12%, 12-14%. Donc on fait en tout cas 3 fois plus qu'une concurrence, la même soirée, hein, au Choya Nature et Passepoil et Jumelles, on était la même soirée. On fait 3 fois plus d'audience avec 10 fois moins d'argent. Mais pourquoi ça? C'est pas forcément parce qu'on est meilleur, c'est parce que simplement on s'adresse à vous. C'est ça qui fait notre force. Parce que si, je prends un exemple, l'Islande. Nicolas Hulot avait fait une excellente émission sur l'Islande. Il avait à l'époque, il a utilisé ce qu'on appelle une cinéflex, c'est-à-dire une caméra qui était stabilisée sous hélicoptère. Une cinéflex, ça coûte 10 000 francs par jour sans payer l'hélicoptère. C'est vraiment une télévision moi j'aime beaucoup, c'était une magnifique émission. Très très belle émission. Seulement les téléspectateurs qui ont regardé ça se sont dit c'est magnifique, mais je ne verrai jamais l'Islande comme ça. Je ne pourrais jamais me payer l'hélicoptère pour voir l'Islande comme ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que simplement on est allé à pied en Islande. Et le téléspectateur, il se met à notre place, il dit ah mais j'ai envie d'aller en Islande parce que c'est comme ça qu'on peut voir l'Islande. Donc vous voyez un petit peu ce que les gens ne réalisent pas du tout, en fait, c'est que pourquoi ça marche Passepoil et Jumelles? Je pense que ça marche d'abord parce que ça répond à un besoin. Mais je pense aussi que ça marche, et je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, ça marche simplement parce que la qualité a un prix. Si vous voulez, ça prend du temps. Le secret, je crois, de Passepoil et Jumelles, c'est qu'on prend du temps. Et le temps, c'est, comme vous le savez bien, c'est de l'argent. Vous vous souvenez peut-être d'Erard Loretan, cette émission qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Erard Loretan, pour arriver à un degré d'intimité comme ça avec Erard Loretan, vous croyez que ça se passe en une heure? Non, il faut aller vers lui, il faut faire la montagne avec lui, il faut passer du temps avec lui. Et on arrive à un degré de confiance, j'ai dit l'intimité, mais c'est presque la confiance avec les gens qu'on filme parce qu'on prend du temps. Et le temps, bien sûr, c'est de l'argent. Alors maintenant, prenons par exemple 100 000 balles. On lui dit, ouais, faites confiance au privé. Sur 100 000 francs, j'ai 75 000 francs, 75% qui viennent de la redevance. Et j'ai 25 000 francs qui viennent de la publicité. Donc je travaille, la publicité c'est quoi d'autre que du privé? Je travaille déjà avec le privé. Maintenant, si on m'enlève 75% de mon budget, qu'est-ce que je vais faire avec les 25% qui restent? Je peux vous garantir, je sais de quoi je parle, je ne pourrais pas faire la même émission, je ne pourrais pas amener la même qualité d'émission. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si ma qualité baisse drastiquement, parce que c'est un peu le cas, eh bien, il y aura moins de téléspectateurs, et qui dit moins de téléspectateurs, dit moins de pubs, et on est mort. On est juste mort. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette votation, c'est que ce n'est pas que la SSR qui est en danger, bien sûr la SSR est en danger, mais ceux qui vont perdre dans ce domaine-là, eh bien c'est vous. C'est les citoyens qui vont perdre. Parce que ce qui est extraordinaire, dans l'initiative, on dit qu'il faut mettre la concession aux enchères. Là, je crois que c'est prévu ça, aux enchères. Mais qui va acheter les enchères en Suisse romande? Les CM6 et TF1, qui demandent que ça, qui sont dans les starting blocks, encore une fois, un rapport de 1 à 10. Ils vont bien sûr acheter ces concessions, et je peux vous dire qu'à Paris, on se réjouit déjà si ça passait. Mais je peux aussi vous dire qu'à Paris, on ne sait même pas où se trouve la ville de Moudon. On ne sait pas, ça va disparaître du radar. La Suisse profonde va disparaître du radar.
Et c'est ça, et je crois que Philippe Mota, Philippe Mota, qui est un ancien de la RTS, qui maintenant est journaliste indépendant, il a une un très bon raccourci, je dirais. Il a dit, même si moi j'ai que des amis en France, je suis français, et en effet j'ai des amis en France, Philippe Mota a dit, je ne veux pas que les Français m'expliquent mon pays. Et je crois qu'il a bien résumé la situation. Donc vous voyez qu'on on vote beaucoup plus que sur une redevance, on vote sur un choix de société. Et c'est ça que vous devez comprendre, et c'est ça que vous devez, je pense que vous êtes un peu convaincus dans cette salle, et c'est ça qu'il faut faire passer comme message autour de vous. C'est aussi quelque chose on parle du temps que ça prend pour faire une émission. Chaque fois, filme quelqu'un. Monsieur, j'avais fait votre portrait. Ah oui, très bien, bah écoutez, je suis libre le mardi après-midi. Puis on lui dit, vous êtes gentil, mais pour faire un passe management, j'ai besoin de vous 8 jours. Comment ça, 8 jours? C'est pas possible. Ah oui, enfin, on va trouver des modalités, on va travailler le week-end, etc. Et chaque fois, les gens me disent à la fin, je ne pensais pas que ça prenait autant de temps de faire un passe management. Le montage est 2 fois plus long que le tournage. Et quand on montre de temps en temps un petit peu un montage aux gens, je dis, mais c'est incroyable ce que c'est long un montage. Alors, au final, le travail ne se voit pas, et heureusement que le travail ne se voit pas, parce que les gens sont embarqués dans une histoire. On vient de faire récemment la grande traversée des Alpes. Je suis très content que ça tombe bien pour le final, mais on a fait exploser les taux d'écoute. On a fait exploser les taux d'écoute. Personne n'est venu nous dire, waouh, quel boulot là derrière. Personne, tout le monde nous a dit c'est formidable, j'ai envie d'y aller, ça nous a fait rêver, etc. Heureusement qu'ils ne voient pas le travail. Et il faut savoir que le montage d'une émission comme ça, c'était 4 émissions, en fait, 4 fois 52 minutes. On a travaillé, puisque c'est une coproduction avec France 3, puisque comme on a peu de sous, on réfléchit un petit peu comment utiliser le mieux possible nos sous. On a travaillé pendant 3 mois et demi à 2 équipes de montage, 2 box de montage, 2 filles extraordinaires du reste, 10 heures par jour non-stop. Non, non-stop, on s'arrête le dimanche quand même. Mais c'est un travail énorme. Et ça, c'est de l'argent. Alors, si vous nous coupez, quand je dis si, cette initiative qui veut nous couper de 3/4 de nos budgets, eh ben c'est mathématique. Il n'y a pas besoin de faire, c'est Singal, l'économie, il n'y a pas besoin de faire Singal pour comprendre ça. Moi, j'ai fait les lettres à l'UNI, je ne suis pas économiste, mais enfin, c'est quand même mathématique. Il n'y a pas besoin de chef d'entreprise pour comprendre ça. Puis non, j'adore cette génération qui me dit, je paye que ce que je consomme. Non, mais c'est formidable, ça. C'est incroyable. J'ai jamais vu, bon, je sais que c'est l'époque des selfies, on en a fait un tout à l'heure, mais c'est pas de l'individualisme, c'est de l'égoïsme. Et ces jeunes loups qui sortent des écoles de Saint-Gall, j'en ai vu un l'autre jour, c'était précisément au débat à Monté, là. Je lui ai dit, mais tu fais quoi? Je fais Saint-Gall. Tu payes combien de taxes universitaires? C'était du genre, ouais, 300 balles, je ne sais plus le chiffre. Mais mon cher, tu sais que tes études, elles coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que ça. C'est moi qui les paye en ce moment. Je suis ravi de les payer. Ce sont nos impôts qui payent tes études. Et ils sont un petit peu emmerdés quand on leur met le doigt où ça fait mal. Non, mais c'est un truc hallucinant. Je ne paye que ce que je consomme. C'est toute nos sociétés qui s'écroulent. Ce matin, j'ai pris le bus. Et puis, en relongeant le bus, j'avais des pistes cyclables. Avec mes impôts à Genève, je paye pour la piste cyclable. J'en suis très heureux, bien sûr. À Genève, je paye même une assurance paternité. Vous en conviendrez avec moi que j'ai peu de chance d'en profiter. Mais c'est mes filles qui en profitent, tant mieux. Donc, vous voyez, cette espèce d'argument, je ne paye que ce que je consomme, c'est quelque chose qui vraiment m'inquiète. Voilà, moi je crois qu'on est plutôt là pour répondre à des questions, plutôt que de faire des grandes théories, mais en tout cas, je crois que l'essentiel à comprendre, c'est que c'est le citoyen qui va perdre dans cette galère. Moi, j'ai jamais vu un truc qui est incroyable quand même. C'est une initiative antipatriotique. C'est extraordinaire quand même que l'UDC qui fait de la défense de la Suisse son cheval de bataille, c'est quand même extraordinaire qu'elle déroule le tapis rouge de télévision étrangère. Encore une fois, j'ai rien contre la télévision étrangère, mais c'est ça la réalité. Moi, je trouve que c'est un autogol extraordinaire. On ne se tire pas une balle dans le pied, on se tire une balle dans le dos. Il faut vraiment avoir le courage de lire. Et puis, antipatriotique, antidémocratique par rapport à tout ce qu'a dit Christian Lassure au niveau de la formation, et puis je dirais même antisocial. C'est vrai que c'est pas le Parti Socialiste qui est insensible à ça. C'est quand même hallucinant. Encore une fois, je ne défends pas mon emploi en ce moment. Mais quand même, imaginez, 13 000, c'est un institut à Bâle, indépendant qui a calculé, 13 500 emplois. Et vous réalisez ce que c'est. Voter, ça serait le premier dans l'histoire de la Suisse. On n'aurait jamais voté un chômage pareil dans l'histoire de la Suisse, que je sache. C'est hallucinant, 13 500 emplois qui impacteraient entre 17 000 et 20 000 personnes. Vous vous rappelez le grand ligne de Suissair, 2001, c'était 2000 emplois, je crois. Toute la Suisse a été traumatisée, parce que c'est vrai que, comme la SSR, la Suissair est une espèce de symbole national, était plutôt un symbole national. Mais à l'époque, le Conseil fédéral a eu le droit d'allonger 600 millions
pour faire une espèce de créer des tampons pour créer Suisse qui appartient à une compagnie étrangère. Voilà, je crois qu'on peut répondre à vos questions. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour cette vision plus du terrain. On l'apprécie. On va passer aux questions-réponses. C'est vrai qu'après, à table, vous aurez l'occasion encore d'échanger à ce propos, puis j'espère à d'autres propos que simplement des Bilac. Mais j'aimerais quand même donner la parole à notre auditoire pour des questions, parce que sûrement qu'il y en a. Et puis surtout, alors une brève, quand même, parce que Hervé Naillon disait, mais j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à TF1. Alors peut-être c'est un scoop, non, j'en sais rien. Mais Hervé, je t'en prie. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est si vous arrivez à trouver la réponse du groupe Bouygues à l'appel d'offres de TF1 en 1986. Ils l'ont remporté parce que dans le volet culturel, ils promettaient de diffuser un opéra par semaine. Ne regardez pas TF1 24 heures sur 24, l'opéra, vous ne l'aurez pas. Et la deuxième chose, c'est que nous avons en ce moment en Normandie un EPR, une centrale nucléaire qui est en construction, sur lequel la cuve est défectueuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne devrait pas être mise en place. C'est le groupe Bouygues qui l'a fait. Le seul journal qui n'a pas parlé de ce problème, c'est vrai que c'est juste une centrale nucléaire, si ça pète, c'est pas très grave. Le seul journal qui n'en ait pas parlé, aux infos, c'est TF1, qui appartient au groupe Bouygues. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que privatiser le domaine public, l'accès à la culture, ça veut dire avoir une information parcellaire de la part de gens qui ont menti pour remporter l'appel d'offres, tout simplement. Et l'autre chose, c'est la réponse sur oui, est-ce qu'on est consommateur ou pas. Sur Internet, il y a une règle qui est extrêmement simple. Si tu n'es pas le client et que c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Donc, est-ce que vous voulez être des consommateurs de culture ou est-ce que vous voulez être le produit qui sert à vendre des écrans publicitaires? Je n'interviendrai pas parce que je suis français sur l'initiative Nobilag. C'est une question qui se pose sur Internet, mais c'est une question qui se pose sur tous les médias. Est-ce que vous voulez être un client ou un produit? Merci. Merci pour cette précision sociétale. Voilà, je vais me promener avec le micro. Il y a un autre micro dans les mains de Benoît que vous allez utiliser, messieurs, l'un et l'autre. J'ouvre un peu la partie questions-réponses. Je pense que vous en avez. Alors, qui veut démarrer? Moi, j'en ai eu sous le talon, comme on dit, mais je laisse quand même la parole au public. Qui? Vous les avez scotchés. Pas un qui bouge. Ça me paraît clair, tellement clair. Alors, oui, Olivier. Non, mais aussi, c'est pour parler de la C. Je dois répondre à la question, c'est pas possible. Non, je parlerai de ça tout à l'heure, en cas de Dieu. Bon, il y a les deux jeunes qui étaient visiblement un peu courts en argument. On est forcément un petit peu en terrain conquis. Ici, moi j'aimerais quand même aussi évoquer quelques arguments qui viennent, parce que quand on se retrouve confronté dans la rue ou sur les réseaux sociaux, il faut aussi qu'on sache un petit peu quoi répondre. Et un des arguments avec lesquels j'aimerais venir, et j'aimerais bien entendre aussi un employé expérimenté, avec toutes les réserves d'usage que vous devrez avoir évidemment, mais un des arguments qu'on a quand même, c'est que l'appareil administratif de la SSR serait pléthorique, que les étages de direction, que l'appareil de direction serait extrêmement important, et puis qu'on pourrait quand même rationaliser et faire un peu moins sans toucher la qualité de la production. Moi personnellement, je vois, j'ai participé aussi avec le syndicat SSM à des manifestations, ceux qui ont été un peu interviewés par les branches locales de la SSR, on voit bien qu'il y a un journaliste qui vient avec la caméra, il prend le son, l'image, il rentre, on se dit bien que là, l'accompagnement n'est pas pléthorique quand on a affaire à des gens qui sont sur le terrain. Et après, c'est quand même un argument qui vient régulièrement, c'est le poids de l'administration, le poids du fonctionnement de la SSR. Et ça, je pense, c'est important d'apporter une réponse relativement claire. Et puis après, le deuxième point, c'est la diminution qui est déjà prévue de 451 à 365. Ça fait quand même une diminution de 25%. Et puis ça, c'est quelque chose qui est consommé, c'est quelque chose qui est fait. Et j'aimerais juste en marge
de la votation du 4 mars, je me pose juste la question, quand on a une diminution de 25%, qu'est-ce qui va déjà passer à la trappe? Et peut-être que les deux choses sont liées par ailleurs. Benoît, moi je ne suis pas en train de vous dire que la SSR est une entreprise parfaite. Loin de là, j'ai des exemples. J'ai fait 10 ans d'actu, pur et dur avant. Je connais bien l'information, je connais assez bien cette maison, puisque j'ai 35 ans de maison bientôt, si ce n'est plus. La SSR, comme toutes les grandes boîtes, c'est une grande boîte quand même, a une mutation à faire. De toute façon, c'est évident qu'il y aura un après 4 mars. C'est évident, même si le nom l'emporte, et j'espère qu'au niveau de la Suisse romande, par rapport à la Suisse alémanique, ils ont envoyé un signal fort à ce pays, en disant que la Suisse romande vote massivement non, c'est vraiment important à mon sens. C'est clair qu'il y aura un après, ce sera le 5 mars. On sait déjà, et Gilles Marchand, quand il insiste, il a raison là-dessus, qu'il n'y a pas de plan B, parce que quand on enlève la prise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'on ne pourra plus tourner. Il y a un plan R, et ce plan R, c'est le plan réforme. Et ça va faire mal, forcément. 50 millions de moins, c'est pas possible autrement, ce sont des emplois. Il y aura, on en discute déjà, c'est difficile. Il faut un petit peu serrer les problèmes. Et c'est clair que la SSR va, moi je pense à la méthode de perception de la redevance. Je sais que Bilag, qui au niveau communication, c'est l'entreprise la plus mauvaise que je connaisse. Parce que moi j'ai reçu une lettre de Bilag, c'est hallucinant, quoi. Ma fille s'est fait mettre en poursuite parce qu'elle a déménagé de Lausanne à Genève, elle a fait des changements d'adresse, elle s'est fait mettre en poursuite, c'était Bilag, ils sont d'une... Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais enfin bref, en termes de communication, ils sont vraiment pas très forts, du reste, c'est pas pour rien qu'ils ont perdu le marché. Donc c'est clair qu'il y aura un après. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que c'est pas parce que cette fameuse phrase, c'est pas parce qu'un enfant a le rhume qu'on lui coupe la tête, on le soigne. Il faut faire, stérions les problèmes, commençons par voter non massivement, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce qu'on ne peut pas, alors là je parle complètement à titre personnel, et je ne parle pas au nom de la SSR, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour... on aimerait bien par exemple, étalonner le paiement. Bilag a refusé. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas payer sur 365 francs, 90 francs chaque trimestre, ou je ne sais quoi, plus une fois 95 francs? On pourrait très bien imaginer des choses comme ça. Mais Bilag n'est jamais entré à mentir jusque-là. Tout ça, ça va changer. Et c'est clair qu'il y aura un avant et un après 5 mars, et qu'il y aura une grande opération de réforme là-dedans. Il y a un plan R, vraiment. Il est déjà, je peux vous dire, dans la tête des marchands que je connais bien, ce plan R. Mais ça, ce sera le monde politique du jour. C'est son rôle. Alors, justement, Christian, par rapport à ce plan R dont parle Benoît, le politique, le plan R, acceptable ou pas? Bon, d'abord, moi, je suis d'accord. Hein, on voit la même chose, il y a des nécessités de réforme. De toute manière, il faut dégager de l'argent pour développer de nouveaux produits, pour répondre différemment aux attentes des auditeurs et des téléspectateurs ou sur Internet, pour financer les innovations. Donc il va bien falloir modifier un peu l'orientation et la stratégie de la SSR. Mais il y a un truc avec lequel je ne suis pas tellement d'accord, alors, c'est quand j'entends mes collègues qui sont tous là à dire « Ouais, non, mais bon, on est dans une première phase à 365, peut-être on va aller à 300, peut-être on va aller à 250. » Il faut être clair, on a voté il y a une année sur la LRTV. On a gagné cette votation. On a introduit un système dans lequel tout le monde paye, dans lequel les entreprises qui se lamentent beaucoup, j'entends RIM qui nous dit ouais, c'est les entreprises, les PME qui financent la SSR. Alors attendez, hein, c'est 200 millions sur 1,2 milliard et c'est proportionnel à leur chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que pour les 3/4 des entreprises, elles payent zéro. Et c'est les entreprises qui dégagent les chiffres d'affaires les plus importants qui contribuent pour une petite part, 1/6 au montant total de la redevance. Et c'est le peuple qui l'a décidé il y a une année. Cette fois-ci, on va gagner cette votation. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'on la gagne avec beaucoup d'avance. Pour clore ce chapitre et fermer la porte à ceux qui veulent affaiblir la SSR. Il y a un plan politique là derrière. Et c'est une constante à l'UDC. C'est pas tellement comme ça une erreur de parcours. Ils ont comme plan politique d'affaiblir les médias de service public, d'élargir la possibilité pour les privés d'investir dans les médias, de réorienter les médias d'une information impartiale vers une information orientée politiquement et orientée vers l'UDC.
Et tout ça, c'est une stratégie qui est pensée, qui est construite, qui est soutenue par l'argent de Tetamanti, par l'argent de Blauer. Ils n'hésitent pas à mentir, ils n'hésitent pas à travailler avec des hommes de paille pour prendre le contrôle de différents médias. Donc c'est une stratégie qui est pensée. Et nous, on doit faire attention maintenant de ne pas trop dire « oui, mais on va réformer massivement la SSR ». Pour moi, c'est assez clair. On va gagner, on sera la deuxième fois en 2 ans qu'on gagne, et on va gagner avec une redevance à 365 francs qui doit nous permettre de développer une offre qui soit au moins aussi attractive que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça signifie qu'il va falloir effectivement procéder à des réorganisations, procéder à des réaffectations et redéfinir des priorités. Mais on ne met pas la SSR à disposition simplement parce qu'on a peur maintenant dans une campagne de votation. Je suis sûr qu'on les tient. Les gens ont compris que les conséquences sportives, culturelles, politiques, démocratiques, sociétales seraient telles que c'est vraiment se faire harakiri. Et par conséquent, cette initiative va être rejetée. Ce que je crains maintenant, c'est le débat du 5 mars. C'est ça qui est en train de se jouer. Et il y a toute une série de gens qui ont intérêt à affaiblir la SSR, qui ont enregistré le fait qu'ils ont perdu avec Nobilag et qui sont en train de préparer le débat du 5 mars pour poursuivre leur combat contre la SSR. Et là, il faut que nous, on garde un peu la tête froide, sans nier qu'il y a des réformes, il faut les faire, mais sans non plus mettre à disposition ce qui est important pour nous. En fait, j'ai juste une question du point de vue stratégique pour le Parti Socialiste. Parce qu'on regarde ces dernières années, on est en train d'encaisser des coups, on réagit par rapport à des initiatives, on voit très bien que le service public est en train d'être démantelé gentiment par une partie, enfin la majorité de droite. Quelle est la stratégie du Parti Socialiste pour être proactif prochainement par rapport à ce démantèlement de la partie sociale? Parce que Benoît a parlé des écoles, parce qu'on va arriver avec ça, avec les écoles polytechniques fédérales. On va arriver avec ça, parce qu'on a augmenté les taxes, ça va être à la système américaine. Ceux qui ont les moyens, ceux qui sont riches peuvent aller. Qu'est-ce qu'il fait le Parti Socialiste? Pas aujourd'hui réagir, est-ce qu'il en fait les dossiers, mais l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'il y a un plan stratégique pour ne pas rester en arrière, mais en avant? Pour mettre pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, le système suisse, la Confédération, c'est un système solidaire. D'un côté, les DC, il dit on est pour un Suisse neutre, de l'autre côté, il casse le système solidaire. Moi, j'aimerais bien, s'il y a une idée dans le Parti Socialiste, du point de vue stratégique, de lancer une initiative pour calmer au moins le jeu par rapport à chaque fois en attaque. Maintenant, c'est la poste avant la télé, maintenant c'est la télé, et demain, ça va être les écoles. Merci. Bon, c'est évidemment pas possible de répondre à la question pour l'ensemble des différents domaines du service public, mais je vais rester sur le thème de la soirée, en fait. Parce que la stratégie sur la question de la formation, sur la question de la poste, des transports publics, etc., c'est pas forcément partout la même. Mais restons sur la question médiatique plutôt que la TV. D'abord, pour vous dire qu'on est extrêmement inquiet de ce qui est en train de se passer. On a affaire au démantèlement de ce qui est, de mon point de vue, qui relève aussi du service public, à savoir les médias écrits cantonaux, en tout cas, qui jouent un rôle très important, peut-être pour certains médias qui couvrent l'ensemble de la Suisse romande ou l'ensemble de la Suisse allemande, c'est un peu différent. Mais pour nos médias cantonaux, on est clairement dans quelque chose qui relève du service public. Pour moi, pour ce qui est de l'ATS, on est aussi clairement dans quelque chose qui relève du service public, de l'impartialité, de l'objectivité de l'information. Et ça fait plusieurs années, en fait, que le PS plaide pour un soutien direct à ces médias-là. C'est juridiquement compliqué, il faut modifier la Constitution. C'est politiquement, pour l'instant, c'était minoritaire, mais les fronts sont en train d'évoluer. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème à laisser simplement se concentrer les lieux de décision dans les mains de quelques grands groupes médiatiques. Et moi, je préfère une intervention directe de l'État pour soutenir ces médias, pour garantir qu'on garde des médias cantonaux
avec des craintes pour l'indépendance des médias, tout ça, je connais la discussion. Mais au final, j'ai le sentiment que l'indépendance des médias est mieux garantie s'il y a eu un soutien étatique qui répond à des règles démocratiques, qui répond à un contrôle démocratique et qui se fait de manière transparente, que si c'est un contrôle financier par le biais de grands groupes qui poursuivent des stratégies plus ou moins obscures. Et j'ai envie d'illustrer ça, et pas par chauvinisme cette fois-ci, contrairement à Gauthieron, mais parce que j'ai le sentiment que c'est une approche qui me paraît originale et qui me paraît juste au final. C'est ce qu'a fait le groupe Saint-Paul, les éditeurs de la Liberté. Ils appartenaient à une congrégation de sorts. Les sorts, pour 1000 raisons, devaient se désengager. Et la question s'est posée de savoir qu'est-ce qui se passe de ces actions-là. On avait le groupe Erson sur le dos qui voulait racheter ces parts-là. On avait TA Média qui voulait racheter ces parts-là. Et les sorts ont pris la décision, et en fait l'État a pris la décision de racheter ces parts-là par le biais de la Banque cantonale et du groupe E. Quelque chose qui va se poursuivre parce qu'elles vont continuer à se désengager. Donc on a en fait une forme d'étatisation, disons-le comme ça, d'étatisation d'un journal cantonal. Mes collègues viennent fou enrager à la Liberté quand je leur raconte ça, mais c'est malgré tout, c'est le mécanisme qu'on met en place pour garantir l'identité du journal, pour garantir son indépendance et son ancrage régional. On injecte de l'argent public, alors comme voilà, on est en pays catholique, on pêche par devant, puis on se confesse par derrière, on le fait par le biais de la banque et du groupe E qui appartiennent à 100% à l'État. Comme ça, l'opération n'est pas trop visible. Mais en fait, on est dans un modèle de ce type-là. Et moi, je plaide très fort, et nous plaidons très fort depuis des années, en fait, pour un soutien étatique direct, si nécessaire, par le biais d'une étatisation de ces journaux. D'ailleurs, la question va se poser de manière très urgente maintenant avec l'ATS, où on est aussi dans le même modèle que ce que vous avez dans le canton de Vaud avec TA Média. En gros, les éditeurs sont en train de vider les réserves financières de l'ATS pour se verser des dividendes en compensation de l'affaiblissement de leur part suite à la fusion avec Keystone. Donc on a vraiment des privés qui sont techniquement propriétaires de cette agence, qui sont en train de vider les réserves financières de l'agence pour améliorer leur bilan et leur rendement. Et je pense que face à ça, on doit avoir une discussion beaucoup plus sérieuse qu'on a eue jusqu'à présent sur l'importance de l'information, sur la manière dont on veut garantir que les centres de décision restent dans nos cantons et dans nos régions, et pour éviter qu'au final, on se retrouve avec des journaux qui sont au mieux identiques pour l'ensemble de la Suisse romande, au pire identiques pour l'ensemble du pays, simplement traduit en français. J'aimerais juste rebondir là-dessus parce que ça me paraît très important. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'en Suisse, le service public, c'est un bien public. Il ne faut pas oublier ça. Et ça vous appartient, du coup, ça nous appartient, parce que moi aussi, je suis consommateur. Et je crois aussi qu'il faut être conscient qu'en Suisse romande, on a une diversité de presse qui est hallucinante. Si vous prenez le bassin de la Suisse romande, c'est à peu près le bassin de la ville de Lyon. J'ai travaillé à Lyon pour ce montage, justement. Non, j'étais à Paris, enfin, peu importe. Vous regardez la télévision locale, les télévisions locales à Lyon, la presse locale à Lyon, les radios locales à Lyon, je peux vous dire qu'en Suisse romande, on a beaucoup de chance. Parce qu'on a d'excellents, d'une manière générale, j'englobe la presse écrite, j'englobe bien sûr les radios locales, les télévisions locales, on a une chance formidable d'avoir cette diversité-là. En France, il faut bien se rendre compte, moi j'ai rien contre les milliardaires, j'aimerais bien en mettre un, j'ai rien contre eux, je sais qu'ils créent aussi des emplois, peu importe. Il y a 10 grands groupes de presse en France. Sur ces 10 grands groupes, 9 de ces grands groupes sont contrôlés par des milliardaires. Ce sont des hommes d'affaires, c'est normal, rien de plus normal, on vit dans un système capitaliste, c'est un fait. Mais leur modèle économique, ce n'est pas d'abord l'information, leur modèle économique, c'est de faire du profit. Encore une fois, c'est normal. Donc ces chefs, ces capitaines d'entreprise, comme on a dit, travaillent, 1, pour des actionnaires, c'est le cas de TF1, 2, pour des annonceurs, et s'adressent à des consommateurs. Donc, si ce n'est pas la pensée unique, ça c'est quoi? Alors qu'un service public, alors qu'une presse libre et indépendante des groupes de pression, s'adresse non pas à des consommateurs, mais à des citoyens. Et ça fait toute la différence. Et c'est une richesse, et c'est cette richesse-là qu'on doit absolument préserver en Suisse.
Doris. Ben moi, je vais commencer par dire une inde. Et je suis désolée, monsieur Aymon, je vais être un peu franche. Parce que moi, les jumelles, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a certainement parmi vous, c'est votre tasse de thé. Il y a des émissions que moi que j'adore à la radio suisse, à la télévision suisse francophone ou alémanique, puisque je suis bilingue, que vous regardez peut-être jamais. C'est pas grave. Mais si je dis c'est un dit, parce que je l'ai entendu. Ouais, de toute façon, moi ça je ne regarde pas. Une deuxième avis que j'ai entendue, de toute façon, moi je ne regarde jamais la télé. Moi, quand j'ai besoin de voir quelque chose, je vais sur Podcast et je regarde ça sur mon iPhone ou sur mon ordinateur. Alors quand je pose la question, mais tu vas regarder quoi? Il me cite des émissions qui sont effectivement produites et de qualité par la télévision. Alors quand je lui pose la question, mais si là ça n'existe plus, ben, où c'est que sur Internet? Ah oui. Alors voilà, donc ces questions d'avis, il faut peut-être aussi les détricoter, les déconstruire quand nous parlons autour de nous. Et après, bah, moi je viens du marketing. Moi, si je devais, le lendemain du 4 mars, commencer à organiser les émissions, enfin ces chaînes privées qui seront émergentes, etc., moi je me ferais le plaisir, comme les caisses maladies, c'est de vous appeler le jour, la nuit, le week-end, pour vous dire « Ah oui, il y a les Jeux Olympiques, on va vous vendre, enfin voilà, il y a une offre spéciale, etc. » Quelle horreur, quel cauchemar! Là, j'ouvre juste ma télé, j'ouvre juste mon ordinateur, j'ouvre juste mon iPhone et j'ai accès à tout. Je ne dois pas me poser la question si je suis abonnée ou pas, je n'ai pas de téléphone comme pour les millième caisses maladies. Et ça aussi, c'est le confort d'utilisation, c'est le confort d'utiliser. Quand j'ai besoin d'une info parce que c'est important et quand il y a une avalanche en Valais, je vais regarder, comme télé, j'ai Canal 9, je peux aller regarder, Canal 9 est aussi soutenu par cette redevance. Je veux dire, j'ai accès à tout. Alors moi, ça me sidère effectivement. Maurice, quelle est ta question? Alors la question Je suis d'accord avec vous. Mais le cauchemar, il me cauchemar vraiment. La question c'est, vous l'avez abordé, je crois que les deux un peu, combien ça coûterait pour avoir accès à un éventail grand de ce qu'on a maintenant? Combien ça coûterait? Je n'ai pas le calcul exactement en tête, mais ces calculs ont été faits. Ça coûte 4 fois plus cher. Il y a un autre exemple qui est très parlant. 4 fois plus cher en ne prenant pas forcément tout, mais en tout cas ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un autre exemple qui est très parlant, c'est que les petits jeunes qui disent « Ah, moi je ne regarde pas parce que ils ont bien raison ». Moi, quand j'avais 25 ans, je ne regardais pas la télé, je peux vous dire. Je lisais très peu les journaux, j'écoutais un tout petit peu la radio, et puis si on vieillissant, en faisant des études, finalement, en faisant ce métier, bien évidemment, que je suis. Je comprends qu'un jeune ne regarde pas, je trouve ça normal, je trouve ça tout à fait normal. Mais ils me disent, ouais, mais je ne regarde pas la télé. Eh, mais t'as vu la balle de match de Federer aujourd'hui, t'as vu qu'il vient de battre Bergis, magnifique comme il a. Ah, tu regardes, ça va d'où ça? Et puis la descente de Bergfeuse. Ah, tu es magnifique, ça vient d'où ça? Ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils confondent le robinet et l'autre bout du robinet. Le robinet, c'est son iPhone, et puis c'est normal que tout soit gratuit. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un coût derrière. C'est vraiment des... Alors, un bon exemple par rapport à ce qu'il y a, c'est un EMS. Les gens sont sur le sol, c'est pas besoin de vous l'expliquer, ils sont sur le sol, et je peux vous dire qu'ils regardent beaucoup la télé. Parce qu'ils ont besoin de ça, ça compte des solitudes. Des fois par plusieurs jours par jour. Un EMS paye une redevance pour les EMS parce que c'est familial, 365 francs. Imaginez qu'on soit tous dans un EMS dans cette salle, je ne sais pas combien on est 80, 100, que chaque pensionnaire d'EMS paye son petit bouquet. Le pauvre, il payerait rien. Là, les rapports sont de 1 à 10 par mois. En fait, l'EMS ne paye rien quasiment parce que c'est l'EMS qui paye sa redevance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, c'est évident. Que c'est facile à démontrer que si c'est vraiment le pay-per-view, si c'est paye directement, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, peut-être encore une intervention de quelqu'un par rapport à ça. J'ai juste les chiffres parce qu'on a fait les calculs. Si une personne âgée veut regarder autant d'émissions et de manière aussi variée que ce qu'elle regarde aujourd'hui,
ça lui coûte à peu près 2000 francs par année. Donc on est dans le même ordre de grandeur. Si quelqu'un regarde un film et un match par semaine, c'est mon histoire Gothéon, 622 francs. Un film, un match, 622 francs par année. Et puis une famille qui a une offre combinée Netflix et Spotify. Et encore, hein, Netflix, moi j'ai des gamins qui m'ont scié les côtes jusqu'à ce que j'ai abonné ce truc. Il n'y a que des séries, hein. Il n'y a que des séries, donc vous avez encore rien une fois que vous êtes sur Netflix. Vous avez des séries américaines à la con, puis c'est tout, quoi. Je crois que ça parle à beaucoup de monde, apparemment. Ouais, c'est parce qu'ils ont les mêmes gamins que moi, je pense. Ouais. Netflix et Spotify, ça vous coûte 477 francs. Et vous avez juste vos séries puis la musique, hein. C'est tout. Et puis Spotify, en plus, vous allez chercher vous-même la musique avec toutes les conséquences que ça aurait sur les artistes suisses et locaux, sur les découvertes, sur le fait que voilà, vous restez un peu sur ce que vous connaissez. Et puis si vous prenez qu'un abonnement sport et divertissement, style UPC Sunrise, ça vous coûte entre 480 et 800 francs. Actuellement. C'est ces calculs qui font que la FRC et les... Alors les téléphones en plus évidemment. Mais en gros, si vous voulez exactement la même chose que maintenant, c'est 2000 francs. Si vous commencez à serrer, vous êtes au minimum à 400, entre 400 et 800 francs. Et si vous êtes pas de bol comme moi, intéressé au sport et à l'actu, vous en avez pour 800 francs. Voilà. On a bien entendu que Christian est convaincu que le non l'emportera. On finit avec ça. On finit juste avec ça. J'aimerais entendre Benoît, toi, ton sentiment ce soir, 24 janvier, indépendance vaudoise. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. C'est quoi ton sentiment? Autant c'est clair chez Christian Levras, c'est le non qui l'emporte. L'homme de terrain, il dit quoi? On terminera avec ça. L'homme de terrain, il aime bien tuer l'ours avant d'enlever la peau. J'aime bien cette phrase, je me méfie des prophètes, surtout ceux qui prédisent l'avenir. Donc je suis très heureux d'écouter Christian et j'aimerais bien que ça se concrétise réellement dans des faits, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est important, évidemment que j'espère que ça va passer. Comme je disais tout à l'heure, on ne se tire pas une balle dans le pied, on se tire une balle dans le dos, c'est quand même hallucinant, on n'aurait jamais vu ça dans l'histoire de la Suisse. Les conseillers nationaux, peut-être serment, non? Oui. Voilà. Comment un conseiller national peut-il soutenir une initiative pareille? Pour moi, il est tellement antipatriotique, il est tellement en cause la démocratie que j'arrive pas à y croire. Non, mais je fais. Vous en parlerez au repas. Ouais, il faut interroger Jean-François Rime. C'est parce qu'il est toujours enragé qu'il doit payer ça. Je ne veux pas faire de politique, mais c'est comme je disais tout à l'heure, j'espère que la Suisse romande, vraiment, la RTV, sur laquelle on a voté l'année dernière, il ne faut pas oublier que c'est passé par le poil, et c'est grâce à la Suisse romande que ça va passer, notamment parce qu'il faut la double majorité. Donc j'espère que ça va passer. Vraiment. Merci, Benoît. Je vous demande de les applaudir autant que l'autre. Mesdames, Messieurs, le papet, c'est la partie, on va dire, plus joviale, conviviale de cette soirée. Il y aura aussi une petite partie un tant soit peu protocolaire, mais on ne va pas laisser attendre effectivement le papet. Et puis le patron du papet, c'est effectivement, entre autres ce soir, notre président de section de la section du PS de Moudon. On remercie encore pour toute l'organisation ce soir ici. On peut applaudir. Merci beaucoup. Merci Fernando et à toute ton équipe. On salue aussi les représentants de la presse qui sont parmi nous, entre autres Labroix et Jean-Daniel Vadebert. On peut l'applaudir aussi, ça nous fait plaisir. Voilà. Il y a les ex-collègues de la télé qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils avaient peur. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi remercier alors cet endroit, ce restaurant. Je ne connaissais pas, à vrai dire, et quand on voit de l'extérieur, on se dit, bah, ça a l'air tout petit, puis en fait, vous entrez dans cette salle et c'est juste merveilleux. Mesdames, Messieurs, on vous applaudit. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous demande de prendre place aux tables, le temps pour nous de faire une petite photo de famille.